On l'attendait depuis plusieurs mois, mais c'est désormais officiel. Suite à leur dernière conférence, la WWDC 2024, Apple nous a balancé des tonnes d'informations liées à l'arrivée de l'intelligence artificielle générative à l'intérieur de l'iPad, du MacBook et bien évidemment de l'iPhone. Alors afin de ne pas réagir à chaud à toutes ces annonces, j'ai pris quelques temps pour analyser, décrypter la stratégie d'Apple et tout ce qu'Apple voulait nous faire comprendre à l'aide de toutes ces annonces. Est-ce que cela va propulser Apple et permettre de rattraper tout le retard qui a été pris durant les derniers mois, ou bien est-ce que c'est synonyme d'un manque d'innovation chez Apple qui n'arrive pas à se réinventer et à venir trouver la nouvelle recette magique pour toujours doper ses ventes? Alors lorsque l'on parle d'intelligence artificielle générative chez Apple, le terme à utiliser c'est Apple Intelligence. C'est le nom qu'a choisi Apple pour évoquer l'intelligence artificielle générative dans l'iPad, le MacBook et l'iPhone. Alors l'annonce d'Apple Intelligence, elle est arrivée à la fin de la conférence et là Apple nous a balancé énormément d'informations sur toutes les nouveautés qui allaient arriver. Le but d'Apple, faire en sorte que l'IA réponde à des cas d'utilisation concrets. L'idée d'Apple, c'est de réellement se dire, on a notre téléphone en main, on a notre iPad, notre PC, quels sont les moments clés de l'utilisation qu'on en a où l'IA générative peut réellement venir aider un utilisateur dans son quotidien. Et alors là, il y a déjà une annonce, et c'est personnellement celle qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, l'IA générative chez Apple, elle est ce qu'on appelle on edge. Elle fonctionne et elle s'utilise uniquement sur l'appareil. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur des appareils d'Apple des capacités qui vont nous permettre d'exploiter des modèles d'intelligence artificielle directement sur notre appareil. Ça apporte énormément de bénéfices et notamment un, c'est la rapidité. Avec de l'IA sur l'appareil, de l'IA on edge, on a des taux de réponse qui sont extrêmement rapides. Prenez un exemple, quand vous utilisez par exemple ChatGPT ou Gemini, vous tapez votre prompt et il se passe un certain moment, c'est ce qu'on appelle l'inférence, jusqu'à avoir la réponse de l'IA générative et parfois ça peut prendre quelques secondes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsque vous allez taper votre prompt, vous allez solliciter des capacités dans un data center qui vont devoir revenir à vous et ça peut prendre quelques secondes. En ayant de l'IA on edge, donc sur votre appareil, et bien tout simplement, le modèle s'exécute sur votre téléphone, ce qui est donc extrêmement rapide. Et enfin, je l'ai déjà dit en début de vidéo, ce n'est pas limité seulement à l'iPhone, il y a un vrai plan pour tous les appareils, que ça soit le Mac, l'iPhone et bien sûr l'iPad. L'arrivée d'Apple Intelligence, c'est à mon sens un exemple d'adoption et d'expérience utilisateur. Que ça soit Reply, Summarize ou Proofread, l'intégration à l'intérieur de l'OS d'Apple, elle est juste sublime. Ça se fond totalement à l'intérieur de l'utilisation de l'OS et ça va permettre très certainement de pouvoir démocratiser l'utilisation de l'IA à l'intérieur de l'iPhone. Et en plus de ça, son interface a elle aussi été complètement repensée avec des bordures autour de votre écran pour signifier que vous êtes en train d'échanger avec. Donc l'IA générative à la fin, elles se font totalement à l'intérieur d'iOS 18. Comme je le disais avant, les modèles d'IA générative d'Apple tournant directement sur votre appareil, ça va avoir énormément d'avantages et notamment la génération extrêmement rapide de texte et d'images. À mon avis, comparé à ce qu'on utilise dans un ChatGPT ou dans un Gemini, ici les temps de réponse vont être de l'ordre de quelques millisecondes. Vous aurez même pas le temps de vous apercevoir que l'appareil a sollicité un modèle d'IA génératif. Mais au-delà de la vitesse, ça va aussi surtout permettre de pouvoir comprendre le contexte. Étant donné qu'on a directement le modèle d'IA génératif à l'intérieur de l'appareil, il va pouvoir comprendre le contexte de l'utilisateur. Qui sont vos contacts? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos photos? Etc. Et donc de créer une expérience beaucoup plus personnalisée et derrière d'aller sur des scénarios beaucoup plus avancés, d'automatiser encore plus de tâches. Et alors ici, attention, on va pas seulement se limiter au contexte de ce qu'il y a déjà sur votre iPhone, mais aussi de pouvoir comprendre certaines choses à l'écran. En effet, Apple Intelligence arrive aussi avec des capacités multimodales qui vont permettre de comprendre du texte, des images, et notamment ce que vous avez à l'écran. Vous avez besoin d'aide pour écrire un message à l'écran ou voir le message que quelqu'un vous a envoyé pour pouvoir y répondre, et bien vous pouvez tout simplement appeler Siri pour lui dire réponds à ce message. Ce message, va être capable d'aller lire sur l'écran. C'est la multimodalité, être capable de comprendre autre chose que du texte, des images et aussi peut-être des vidéos. Néanmoins, après ça, et en ayant pris quelques temps pour pouvoir digérer toutes ces annonces, j'ai quand même constaté quelques points négatifs. Quelques points que je voulais exposer ici qui, à mon sens, sont assez révélateurs de l'état d'Apple aujourd'hui. Alors premièrement, j'aurais aimé plus de visibilité sur le type de modèle utilisé. Est-ce que ce modèle, et a priori c'est le cas, est développé par Apple? Mais que fait-il? On nous a parlé de Ferret depuis quelques temps. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait toute une vidéo sur la stratégie d'Apple sur l'IA que vous retrouvez en description de la vidéo. Parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, on reste sur notre
fin. Quel est le modèle utilisé? Est-ce que c'est Apple qui le développe? Est-ce qu'ils ont fait du co-engineering avec d'autres sociétés comme Microsoft, comme OpenAI par exemple? On n'a absolument aucune information sur ce modèle. A priori, vu qu'il est directement sur l'appareil, on pourrait très certainement faire référence à ce qu'on appelle SLM, qui s'oppose au LLM. LLM, c'est plutôt ce qu'on va avoir sur les modèles comme ChatGPT, GPT-4, GPT-4o, qui sont des LLM, énormément de paramètres, des milliards de paramètres, et le SLM, qui est un Small Language Model, donc un petit modèle d'intelligence artificielle générative, avec beaucoup moins de paramètres, mais qui permet pourtant d'avoir déjà de très bons résultats. Et alors sur ce point du modèle, j'ai beaucoup hésité à le mettre malgré tout dans un point positif. Pourquoi? Parce que par le passé, on a vu que lorsque Apple travaille en autonomie et ne dépend de personne, Apple est très bon. Que cela soit ses téléphones, ses puces, son OS, lorsqu'Apple développe, il développe très souvent des choses en parfaite autonomie. Et ça a souvent été très positif pour eux. Donc s'ils développent leur propre SLM ou leur propre LLM, eh bien potentiellement, on pourrait imaginer que ça soit très positif avec des développements très spécifiques pour leurs appareils. Mais d'un autre côté, si ce n'est pas le cas, et lorsqu'on aura plus d'informations sur le modèle en lui-même, ça peut aussi être très négatif dans le sens où c'est assez révélateur peut-être d'un manque d'innovation et de capacité à développer certaines choses de la part d'Apple. Ensuite, l'autre point négatif, eh bien c'est tout simplement l'accessibilité. En effet, toute la partie Apple Intelligence qu'on a vue va être seulement disponible sur les iPhones à partir de l'iPhone 15 Max et Pro. Pour tout ce qui est des MacBooks, on l'aura déjà à partir de tous ceux disposant d'un M1, de même pour l'iPad, mais là où tout le monde avait certainement réellement envie de l'utiliser, c'est sur l'iPhone, et là on reste un petit peu sur notre fin, sachant que des personnes ont des iPhones en général de 3 à 5 ans, on peut imaginer que l'adoption va être très très lente finalement de cette technologie. Est-ce que c'est un argument suffisant pour changer de téléphone? Ça reste assez négatif à ce niveau-là, et cela va certainement frustrer certains utilisateurs d'iPhone qui vont devoir changer de téléphone s'ils veulent l'utiliser, ou bien attendre un certain temps afin de prendre en main toutes ces nouveautés. Et le dernier point négatif que j'ai constaté dans beaucoup d'articles, dans beaucoup d'études qui sont revenus sur toutes ces annonces-là, c'est que finalement, est-ce que c'est pas un petit peu révélateur d'un manque d'innovation d'Apple? En effet, on peut un petit peu rester sur sa faim, dans le sens où générer du texte, générer des images, relire un document, le corriger, le modifier, finalement c'est des choses qui auraient déjà dû être dans l'iPhone depuis longtemps. Alors en effet, on a vraiment une différence dans la manière dont ça va être intégré à l'intérieur des différents OS des appareils Apple, mais pour autant, pourquoi Apple n'a pas réussi à sortir cela il y a déjà quelques mois? Est-ce que c'était à ce moment-là des choix stratégiques qui ont fait hésiter Apple pour finalement revenir sur leurs idées pour cette conférence, ou bien tout simplement, est-ce qu'ils n'en étaient pas en capacité? Et là où on pourrait reprocher à Apple un manque d'innovation, où est la fonctionnalité ou les fonctionnalités totalement révolutionnaires d'Apple? Celles qui tout simplement nous font comprendre qu'Apple reste à la pointe de l'innovation, qu'ils ont mis du temps, qu'ils arrivent après les autres, mais qu'ils arrivent avec des réelles nouveautés, un nouveau cap d'innovation à ce niveau-là. Alors certes, il y a beaucoup de choses avec le contexte des applications, on va pouvoir tout simplement, par exemple avec Siri, de pouvoir discuter et automatiser certaines tâches entre les applications. C'est un exemple de prise en main et d'expérience utilisateur, ça c'est certain. Néanmoins, on pourrait reprocher à Apple de ne pas avoir franchi ce nouveau cap d'innovation, où à la fin, c'est toutes les autres sociétés qui regardent Apple. Là, c'est un petit peu plus Apple qui a regardé les autres et qui a incorporé à l'intérieur de ses appareils. Une très courte pause pour te dire que si tu souhaites décupler ta productivité grâce à ChatGPT, tu retrouveras en description de cette vidéo ChatGPT Master, mon guide qui a été téléchargé plus de 25 000 fois en 2023 et qui comprend à l'intérieur une introduction au prompt engineering, une bibliothèque de 800 prompts prêts à l'emploi, plus de 30 templates de prompts à personnaliser, 10 GPTs ultra puissants et une liste complète des 100 meilleurs outils d'IA disponibles sur le marché. Ce guide, en plus d'être une référence en France, il est totalement gratuit. T'as juste à renseigner ici 0, à appuyer sur le bouton, à mettre ton adresse mail et il est disponible dans ta boîte mail en quelques secondes. Et nous, on retourne sur les annonces d'Apple. Une autre vraie différence d'Apple, et j'ai trouvé ça assez positif, n'oublions pas qu'Apple n'a pas, comme toutes les autres sociétés, énormément de données sur ses utilisateurs. Ce qui fait qu'Apple a positionné tout ce qui touche à la vie privée au cœur d'Apple Intelligence. À l'intérieur, on retrouve Private Cloud Compute. Finalement, c'est l'idée de dire que tout ce que vous utilisez en termes d'IA génératif et d'Apple Intelligence sur l'iPhone reste sur l'iPhone. Apple ne ressort jamais vos données en dehors de l'iPhone. Vous pouvez même l'utiliser en mode avion, étant donné que ça tourne sur votre appareil, il n'y a pas besoin d'une connexion internet et donc d'échange de données. Enfin, à ce niveau-là, c'était sans compter la dernière annonce d'Apple lors de la conférence, un partenariat entre Apple et OpenAI.
En effet, lorsqu'Apple Intelligence ne sera pas assez performant pour pouvoir exécuter certaines tâches, comme je le rappelle, c'est très certainement un SLM, donc des capacités limitées comparées par exemple à du LLM et à des solutions comme ChatGPT. Pourtant, on va avoir la possibilité, lorsqu'il est trop limité, de pouvoir aller utiliser ChatGPT pour mener à bien la tâche. Et à ce niveau-là, on va toucher à certains aspects de confidentialité des données. En effet, les données vont sortir de l'iPhone, puisqu'il va falloir aller utiliser ChatGPT via Internet. Alors est-ce que cela va emmener à des nouvelles capacités et encore plus d'intégration de tout ce que produit OpenAI dans l'iPhone, ou bien est-ce que c'est tout simplement un petit aveu de faiblesse dans la capacité du SLM à faire certaines tâches? Ce qui m'a un petit peu interpellé là-dessus, c'est que j'ai vu une démonstration d'Apple Intelligence où on demandait par exemple une liste de courses ou une recette. Des choses très basiques dans les modèles GPT depuis de nombreux mois. Pour autant, il n'était pas capable de l'exécuter sur l'iPhone. Donc on peut réellement se poser la question des capacités du SLM. Est-ce qu'il est beaucoup plus fort et entraîné sur la personnalisation des données de l'iPhone et pas des choses très basiques comme par exemple pour créer une recette? Néanmoins, ça donne une très bonne vision de la part d'Apple avec ce partenariat avec OpenAI de potentiellement intégrer des nouveautés que vont développer OpenAI dans les prochains mois. Alors mon avis dans tout ça, déjà Apple prend enfin la parole. On l'attendait depuis de nombreux mois, c'est bon, c'est fait, Apple a parlé d'IA. Même si j'utilise pas le terme d'IA et qui parle d'Apple Intelligence, à la fin c'est de l'IA. Le gros point positif à mon sens, c'est qu'ils se sont focalisés sur ce qui fait leur réputation et leur fondation, l'adoption, l'expérience utilisateur, simplicité. Ensuite, et pour moi, c'est le futur de l'IA on edge. Pouvoir avoir des temps de réponse extrêmement rapides, des contextes personnalisés grâce à l'appareil et à ce qu'il y a dessus. Et en plus de ça, ça donne aussi un gros potentiel sur la multimodalité et notamment le partenariat avec OpenAI. Néanmoins, s'il y a deux points qui me chagrinent un petit peu, le premier, c'est l'accessibilité sur tous les appareils. Étant donné qu'on a surtout envie de l'utiliser dans l'iPhone, devoir avoir au minimum un iPhone 15 Max ou Pro, eh bien ça va forcément frustrer beaucoup de personnes, même si à mon avis, s'ils avaient pu le faire sur d'autres iPhones, ils l'auraient certainement fait à minima sur les modèles moins puissants que sont l'iPhone 15 ou l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Max. Ce qu'il se passe, c'est que faire tourner ce type de modèle d'IA génératif sur un iPhone, ça réclame beaucoup de puissance en termes de GPU et de NPU, et à mon avis, Apple n'avait pas d'autre choix que d'annoncer cela et de le faire évoluer pour le rendre disponible bien évidemment sur les prochains appareils. Et le second point qui a été évoqué notamment dans l'analyse, c'est que c'est vrai que j'aurais bien aimé une innovation de rupture. Le petit truc en plus, le one more thing qu'on attendait tous, où on se dit ah ouais, finalement chez Apple, ils arrivent encore à être extrêmement innovants et à réinventer certaines choses. Et à ne pas juste les prendre, les faire à leur sauce, c'est-à-dire très simple et très fluide à utiliser, mais finalement de prendre des choses qui existaient déjà, on aurait pu imaginer et être surpris de la part d'Apple, ça n'a pas été le cas, et ça le sera peut-être lors de prochaines conférences. En tout cas, pour tous ceux qui vont vouloir tester ces fonctionnalités, ça arrive dès l'automne aux États-Unis, à l'intérieur d'iOS 18, et pour la France et notamment l'Europe, ça arrivera très certainement à partir de courant 2025. Si cette vidéo qui revenait sur toutes les annonces faites par Apple lors de la WWDC, et notamment sur l'IA génératif, vous a plu, il n'y a qu'une seule chose à faire pour me soutenir, c'est de laisser un petit like sous la vidéo. N'hésitez pas aussi, comme je le disais, à échanger dans l'espace commentaire, faites-moi savoir vos ressentis sur toutes les annonces qui ont été faites par Apple. Et enfin, pour ne pas manquer une seule de mes prochaines vidéos sur l'IA, le no-code ou la productivité, il n'y a qu'un seul bon réflexe à avoir pour être notifié, c'est celui de s'abonner à la chaîne.